Eh ben voilà, je reçois Campagnol et son chien. Oui. Demande à ton chien de dire bonjour. Viens voir, viens voir. Viens ici. Là, là. Voilà. Ah ben voilà, Assieds-toi, c'est assieds-toi. la Voilà. minute animaliste. Et Oui. il pense quoi de l'interview? Ça m'intéresse qu'il Ah, mais intervienne. il a l'habitude de rester quoi et immobile derrière moi, c'est assez drôle. Euh, Bon, on fait une série de. D'abord, je voulais avoir Campagnol parce que tout le monde le connaît. J'adore Campagnol. Je t'ai déjà interviewé oui, absolument. Oui. Tu as sur essayé place, de me tirer, tu as dans un essayé de me place, tirer les verres du nez sur des affaires extrêmement parisiennes et j'ai résisté des quatre fers. mais que du nez. Et je me souviens de me être fait engueuler parce que c'était dans une espèce de claque. Ah Euh, oui, oui, absolument. On n'avait pas vu, mais les murs étaient peints de scènes licencieuses. Et j'ai eu plein de dames très rangées qui regardent quand même les interviews parce qu'elles pensent plein de mal de la décadence contemporaine et qui m'ont dit, oh mon Oui, Dieu. c'est Donc je rappelle que toi comme moi, nous ne sommes pas des anges de vertu et nous ne défendons pas le retour de la morale. Si toi tu défends le retour, Non, non, moi je serais plutôt de la droite anarchiste, enfin anarchiste, n'exagérons rien, je suis d'origine catholique, etc. J'ai fait les jésuites, tu es de race donc, catholique. oui, je suis un anarchiste en peau de lapin, mais en tout cas l'esprit est là, c'est vraiment, je fais partie des gens de droite qui ne sont pas conformes. Bon, on peut dire ça comme ça. Et justement, donc dans ce cadre-là, moi, j'ai décidé comme de faire à long terme une série sur l'infiltration cognitive parce que les bras me tombent quand je vois que plein de Français, au fond, sont devenus de grands masochistes. Allez, je vais faire plein de provoques ce matin. Je suis frappé par le masochisme des Français ordinaires qui passent leur temps à dire Macron est un salaud, tout est Ouais, dégueulasse, et Davos, et les pédotrucs, et les ouais, francs-maçons. Mais surtout, j'ai piscine, ne me demandez pas de faire autre ouais, chose que de retweeter et ouais. de gueuler dans ma chambre ou dans mon salon parce que je ne veux surtout pas avoir de problème avec la police. Et là, on se dit, mais en fait, plus personne n'a envie que ces grandes idées généreuses ne se mettent en place. Tout le Alors, monde trouve très bien de vivre dans un monde scélérat contre qui il gueule, mais surtout de toucher c'est à rien. vrai, Sinon, c'est je ne vrai, pourrais mais plus ça, gueuler. C'est vrai, mais ça peut devenir faux en 24 heures, enfin en 24 heures, disons en une semaine, parce que je te rappelle le phénomène psychologique assez connu du chahut. J'ai été en classe chez les jésuites, ça rigolait pas. Mais quand on avait décidé de provoquer le désordre, effectivement, le meneur, il n'y en avait jamais, mais dès que le prétexte était donné, dès qu'un incident quelconque se produisait à la porte, même la concierge qui venait apporter un truc, le chahut démarrait, et là, il y avait une espèce d'unanimité, de véhémence, de fureur dans le chahut, qui était à la mesure de la discipline qu'on nous avait imposée. Or, je pense que nous en sommes là en France. Tout le monde attend le prétexte, et le prétexte, on le connaît, pour se faire la peau du pouvoir. Eh ben, Et c'est là que j'ai un doute. C'est-à-dire que dans ce que je vois, et maintenant, au terme de 3 ans de résistance, 3 ans et demi, pratiquement 4 ans maintenant, puisque ça ouais. fait 4 ans le confinement, je vois plein de gens qui disent, moi, je suis pour la révolution, faut Oui, oui, libérer. oui. Enfin, et puis tu leur dis, bah, viens avec moi dans la rue. Ah non, mais là, Ouais. je dois Alors, aller. ben, c'est vrai, mais c'est vrai également depuis des années sur le plan idéologique, puisque qu'il s'agisse de la presse ou de l'édition, qui sont les deux terrains de jeu favoris depuis des années, le phénomène que tu décris est absolument latent dans la presse, évidemment. Moi, j'ai été dans le Figaro, hein, dans le Figaro de plusieurs époques, mais on a très bien vu à ce moment-là les gens euh, qui était en fait dans le sens du pouvoir. Le Figaro avait une mauvaise image à un moment d'organe conservateur inadmissible, c'est-à-dire celui par qui Le Pen allait advenir. Et donc, le Figaro a passé sous mes yeux plusieurs années à essayer de se dédouaner de cette image. Grâce à des gens comme Massescaron, par exemple, qui était à la fois à l'événement du G10, qui avait que des copains de gauche, etc. Et donc, il a été favorisé par ce journal parce qu'il permettait au Figaro de rester dans une sorte d'officialité de gauche. Donc, en gros, la révolte à ce moment-là, par exemple, la seule révolte que j'ai jamais vue pratiquer au Figaro, c'était celle de la veste de jean. La C'est-à-dire, messe jamais, de.
la veste de jean. Ah oui, la veste de jean, j'avais C'est-à-dire compris qu'en la gros, messe de Godjin. voilà, le Figaro était un journal qui était dans le sens du vent, et le sens du vent était plutôt mitterrandien, mais leur mitterrandisme, c'était un mitterrandisme de salon qui passait par la veste de jean. On allait au cocktail en veste de jean, c'était ça, leur grande révolte. C'était la rébellion. Oui, exactement. Et donc, mais tu sais, quand tu regardes ce qui se passe en ce moment avec des gens de la littérature qui nous étaient donnés comme des grands rebelles, comme Virginie Despentes, Houellebecq, etc., ce sont quand même les suppôts du système. Houellebecq, avec la puissance qu'il a, s'il faisait un livre sur le confinement demain, normalement, il devrait être vendu à 1 million, mais il ne fait pas le livre. Et il sait bien pourquoi on ne fait pas le livre. Parce que son éditeur, ce serait le seul livre qu'il lui refuserait. Parce que Houellebecq peut aligner 40 pages de pornographie chez Flammarion, ça ne les dérange pas. Mais s'il voulait aligner 40 pages de critique de l'apartheid de sanitaire, là, Flammarion dirait que sûr, non, peut-être que non. Enfin, je suis passé par là, je peux vous le dire. Alors, comment tu expliques que les éditeurs, au fond, se comportent comme la presse subventionnée se comporte, c'est-à-dire comme des chiens de garde du système et filtrent. On le voit, moi, je vais dire des choses Ouais, horribles qui vont te choquer, mais moi, je le vois avec Berkoff sur Sud Radio. On filtre la dissidence pour être sûr que, ben, Berkoff, on sait pourquoi. Il ne faut pas qu'on ouais, critique Israël, il ne faut pas qu'on critique les néoconservateurs américains, en tout cas pas trop ouais, frontalement. Il ne faut pas qu'on critique la stratégie américaine dans le monde. Pour tout le reste, on a le droit de le dire. Ce que ouais. tu me dis, c'est que les éditeurs font la même chose. Oui, ils font la même chose à cause des mêmes circuits. C'est-à-dire qu'on disait autrefois, oh, la presse commence à être rachetée de plus en plus par des manias. Je me souviens forcément, j'avais 25 ans, j'étais jeune journaliste et écrivain au Figaro Magazine, sous Hersan, qui est très bien connu, donc Hersan, oui, Louis Powell, etc. À l'époque, c'était le diable. Pourquoi? C'était le diable parce que ils avaient acheté la presse. Hersan était le mania de la presse qui achetait tout et qui achetait donc l'opinion. Or, en fait, cet achat de l'opinion, c'est généralisé. On voit ce qui se passe avec Bolloré, etc. Mais c'est généralisé pas seulement à la presse. Maintenant, les groupes de presse sont des groupes d'édition. Le Point, etc., la machine Le Point, c'est aussi Grasset autour, etc. Donc, ça fait que c'est une espèce de tautologie, TAU, hein, une tautologie de la démission. C'est-à-dire que vous voulez publier un livre. Moi, c'est mon métier. Donc, autrefois, on me disait formidable, on te fabrique un réseau parce que ce qu'il y a dans ton premier livre est très bien. Donc, j'ai connu ça aux éditions du Seuil. Alors, J'avais, explique aux gens ce que ça veut dire, parce que il y a plein de gens, je vais te dire, pour qui c'est mystérieux. Ils pensent que oui. tout apparaît grâce au talent, que tout à coup, des vedettes Alors, arrivent, alors justement, magiques. Ça veut c'est, dire quoi, fabriquer un réseau? Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au début, on pouvait fabriquer un réseau en ma faveur et j'en ai bénéficié. À 23 ans, je publie un premier livre qui est considéré comme très convenable, pour ne pas dire excellent, et qui a une presse éblouissante, y compris les pires méchants de la critique, notamment le type de l'Express, là, Angelo Rinaldi, qui a dit que c'était génial alors que d'habitude il disait que tout le monde était nul. Donc là, Est-ce qu'il l'a mon, dit sincèrement ou est-ce qu'il y avait un ah non, calcul non, non, là économique c'était derrière? vraiment, j'étais un inconnu absolu. C'est ça que je voulais montrer par rapport à l'époque actuelle où rien de tout ça n'est possible. Donc en 1979 environ, on vous prend un type qui a montré son manuscrit à l'un des comptes de la maison, qui dit, bah, attendez, c'est formidable, qui le défend, et la maison dit, on va faire un réseau autour de toi pour te pousser parce que tu as du talent. Et effectivement, ça marche. Alors, ça Euh, marche comment? Ça marchait alors, ça comment? marche assez bien parce qu'à ce moment-là, ils téléphonent à leurs gens en disant, bah, écoutez, franchement, vous devez me prendre ce gars à la télévision. Et ça marche extrêmement bien. Pivot réagit au quart de poil. Il disait, oui, ce jeune homme dont tout le monde parle, etc. Donc là, c'est vraiment le système tel qu'il a toujours existé, puisque François Mauriac a été propulsé par Maurice Barrès longtemps avant selon les mêmes méthodes. Philippe Solers a été propulsé par François Mauriac selon les mêmes méthodes. Donc, c'était la voie d'accès normale. Aujourd'hui, donc pour faire un raccourci, on dit oui, écoutez, votre livre est pas mal, mais on aimerait quand même être sûr que vous avez une surface. Donc, en gros, on ne vous dit pas on va créer une surface autour de vous, on vous demande si vous avez une surface suffisante pour qu'on vous publie.
Ça veut dire, en gros, est-ce que vous êtes un neveu de Bernard Arnault? Ça peut aider. Et donc, à ce moment-là, si vous êtes Ou un un joueur de neveu, football. par exemple, mais un neveu de Bernard Arnault, le cas est mieux choisi parce que même et surtout, si tu as du talent, la maison va dire, écoutez, avec le talent que vous avez, plus le réseau que vous avez, c'est formidable. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont organisés en réseau, et il y a au fond pas mal de gens qui ont un petit talent de départ. Donc on mélange les deux, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, on ne promeut plus jamais que des jeunes qui ont un réseau. Ou alors, ils vont sur le second marché et ils se contentent d'Actes Sud ou bien d'un petit éditeur de province. Mais donc c'est là que J'ai une question indiscrète à oui, te poser, une question oui, provocatrice à te poser. Mais je connais des romancières que je trouve magnifiques. Et quand je lis un roman, parfois je me dis, mais moi je suis un vieux con, donc voilà. Mais est-ce que le physique peut tenir lieu ou accompagner le réseau? C'est-à-dire la belle oui, nature, est-ce oui, que évidemment, l'éditeur se dit, évidemment. je vais fabriquer un package et ça va marcher Alors, évidemment, dans ma génération, il y a eu un exemple, c'était Muriel Serre, qui était une fille magnifique et qui avait en plus un certain talent de plume. Et donc, elle a fait une carrière fulgurante pour cette raison, c'est évident. Euh, et elle en a joué. Bon, alors, tu as un autre cas qui est celui de Calixte Beyala, qui est une sombre panthère noire, très, très méchante, très, très entreprenante, qui sautait sur les genoux de tout le monde. Et effectivement, son physique n'est pas étranger à son destin littéraire, qui n'est pas d'ailleurs si fulgurant que ça. Mais donc, et évidemment, mais c'est donc parce que nous sommes dans un système où le côté acteur est important. Alors, le pivot et tout ça a joué un rôle considérable. En gros, à l'époque, quand j'avais 25 ans, être bon chez Pivot équivalait à, même si on était assez obscur au départ, équivalait à une espèce de sanctification. Alors, l'autre chose aussi, c'est le contrôle idéologique. Et c'est là qu'on arrive quand même au cœur nucléaire du sujet. C'est que euh, moi, tout en étant propulsé, assez bien vendu, etc., mon éditeur a commencé à s'énerver au bout de 10 ans, mais en me disant, écoute, euh, tu ne crois pas que tu pourrais changer un peu de monde? Alors, en gros, le monde que je décrivais dans mes romans, c'était celui où j'avais été élevé. C'est comme de demander à Gustave Flaubert d'écrire un roman sur l'Indonésie. Enfin, bon, c'est absurde. Mais mon éditeur me disait, sors un peu de ta zone de confort. Donc, ça voulait dire, en gros, sois un peu plus de gauche. Alors, l'illustration de tout ça, je vais te la donner, elle a un peu échappé aux mémoires. C'est Romain Gary qui avait été primé après la guerre avec un Goncourt pour Les Racines du ciel, type très gaulliste, très ancien de la guerre, aviateur pendant la guerre. Bon, le héros. Le héros avec la Légion d'honneur, on commençait à s'enlacer, il avait 50 ans sur les plateaux, et moi, en tant que jeune journaliste, j'ai été témoin du « Ah non, écoute, encore un Romain Gary, il y en a marre ». Et donc, on ne faisait rien sur Romain Gary quand il avait 55 ans. Eh bien, Romain Gary s'est énervé, il a voulu prouver le système dont je parle, là, il a écrit, avec l'aide de son neveu, La vie devant soi, qui était un livre selon ce que les éditeurs voulaient dans les années 75-80, c'est-à-dire une pute qui héberge un petit arabe et elle est atteinte du cancer et elle habite à Pigalle. Il s'est dit, ça va passer forcément, ils sont tellement... Donc il a fait écrire ça, soi-disant par son neveu, Émile Ajar, qui a endossé la paternité du livre, un gros livre, mais très, très, très langage d'aujourd'hui. Je lui ai dit, j'ai bien dit, madame, machin, etc. Donc, vraiment, le petit Momo Mohamed s'exprimait à la première personne dans un style de petit arabe d'aujourd'hui. Il a eu le Goncourt une deuxième fois sous un prête-nom. Donc, il a bien prouvé que le système est sensible désormais avant tout à l'idéologie, ce qui se vérifie de nos jours énormément. Je regardais hier, l'idéologie, plus exactement, le goût américain, comme pour les cigarettes. La littérature française était quelque chose de relativement raffiné et de très unique. C'est devenu une espèce de pâle écho de la littérature américaine, et je le sais parce que j'ai beaucoup traduit de livres américains pour vivre, parce que l'un des grands vices du système actuel, c'est que les auteurs qui, comme moi, au bout de 20 ans d'exercice, ne vendaient plus assez bien, leur éditeur leur dit, écoute, franchement, tu commences à devenir assez débiteur, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Ben, si, je peux faire des traductions. Je m'attendais à ce qu'on me donne des traductions de haute volée, pas du tout. On me donnait des traductions de livres policiers californiens complètement dégueulasses, que je faisais sous un faux nom, celui de ma mère,
Et alors, comment dire, le terme de la démonstration, c'est que ces livres que j'avais traduits, que je méprisais pendant que je les traduisais, se retrouvaient dans la vitrine devant les miens. C'est-à-dire que les miens n'y figuraient plus. Et j'avais ces traductions que je jugeais dégueulasses qui, elles, tenaient le dessus du marché. Comment Et t'expliques que le public, aujourd'hui, je vais être vulgaire, préfère de la merde en boîte à des produits de qualité? c'est un problème technique mental, hein. C'est-à-dire que les phrases sont courtes. Quand on dit, quand on parle arrête le chien. Quand on parle de Guillaume Musso, on regarde sa phrase, elle est extrêmement mince, éthique, elle est maigrichonne. Éthique Euh, sans H, je précise oui, pour les... oui, elle est maigrichonne et c'est un peu pareil pour Welbeck. Alors, il y a deux phénomènes. Il y a chez Welbeck, c'est ce qu'on appelle, ils appellent ça du style blanc. En fait, c'est du style comme quand on raconte quelque chose au café à un copain au comptoir. Et donc, c'est familier aux gens parce que c'est le langage dont ils ont l'habitude. Et puis, il y a l'autre chose qui est indispensable, c'est une bonne manière d'aborder le sujet. Welbeck, pourquoi sa faveur est-elle si grande? À cause de ça, déjà, mais à cause également du fait qu'il reprend les codes du narcissisme d'autrefois. Genre, moi, je, il y a quoi d'intéressant à travers mes avatars romanesques, mais pour faire passer mon narcissisme, au contraire de, par exemple, Dormesson serait insupportable aujourd'hui parce que trop narcissique. Eh bien, Welbeck dit, bon, j'ai été nul sur ce coup-là, j'aurais dû me faire cette fille, j'ai vraiment été nul. Donc, il se déprécie en permanence euh, dans le livre de manière à faire admettre le fait qu'il parle que de lui. C'est Et du c'est le cas, contre-narcissisme. voilà, c'est du contre-narcissisme, mais qui fonctionne quand même comme du narcissisme. C'est-à-dire que le type, voilà, en plus, il est bien plus proche de son public qui lui-même rentre la bite sous le bras une fois sur deux. Et donc, ça lui permet de se faire des amis un peu partout dans le monde. Parce qu'aussi, il y a un autre phénomène, un phénomène là carrément géostratégique. Welbeck plaît au monde entier. Pourquoi? Parce qu'il montre que le mâle blanc français, enfin occidental, c'est un pauvre type. Or, le chinois de Hong Kong, qui a tout sauf ça, sauf le fait d'être un mâle blanc, le chinois de Hong Kong est ravi de lire que le mâle blanc est un et Welbeck va partout dans le monde pour faire des conférences sur le thème le mal blanc est un. Il en est récompensé, je sais. Bon, je vois que tu es très en forme. Écoute, ce que j'adorerais, c'est qu'on se voit régulièrement, et notamment pour parler littérature. Moi, je suis témoin, je le glisse aux auditeurs, je te le glisse. Je vois depuis 4 ans maintenant que je suis quand même assez présent sur le net, un bouleversement de l'intelligence, des usages, de consommation de culture. De Je diffusion de la suis... pensée. Comment? De diffusion de la pensée. Diffusion de la pensée. Je suis frappé de voir l'effondrement de la lecture et surtout l'implosion intellectuelle sur ce que tu dis, c'est-à-dire que les phrases trop longues, plus personne ne les comprend. Ouais, Il faut faire du Guillaume Musso permanent. Et j'ai une vraie inquiétude sur la permanence, la persistance de la tradition culturelle française, qui est quand même fondée sur la longue période cicéronienne. ouais, Et même Céline faisait des phrases très, très chatoyantes. Je ouais. pense que cette époque-là est révolue et que nous sommes américanisés et on nous a fait rentrer dans une matrice de débilité profonde qui est Mais terrible. reprenons le cas de Céline, c'est très intéressant. Céline, en plus en tant que médecin, imagine un Céline de 58 ans, un peu désabusé, face à la crise du Covid aujourd'hui. Il aurait écrit un monument sur la lâcheté humaine, sur l'apartheid dissimulé, etc. Or, là où Céline aurait écrit un monument littéraire sur cette dégradation totale de l'humanisme européen, Welbeck, zéro, pas une ligne. L'idiote, là, Virginie Despentes, qu'on nous donnait pour une grande rebelle, zéro aussi. Elle raconte ses histoires de junkie et rien, on prive de son boulot un type qui a 4 enfants, ça la dérange absolument pas. Voilà, il y a un gros problème. C'est-à-dire, le problème n'est pas seulement celui de la langue qui disparaît, mais celui du sens moral qui va avec la littérature. Il n'y a pas
5% des littérateurs que nous connaissons depuis Gustave Flaubert et même au-delà, depuis Saint-Simon, qui n'auraient pas hurlé au scandale en voyant les mesures prises par le gouvernement depuis 2 ans. Euh, sur le plan de l'humanisme traditionnel européen, de voir que tous ces pays qui sont soi-disant des... Enfin, on a dit ça déjà pour le nazisme, mais c'est un peu pareil, se rangent le petit doigt sur la couture du pantalon derrière les dictats de cet imbécile de Van der Leyen qui est coiffé comme un Playmobil et qui raconte une histoire qui a été inventée aux États-Unis, évidemment, parce qu'elle n'est que la chambre d'écho de ce qui se passe dans une cave à Washington. Eh bien, c'est pour n'importe quel écrivain français, c'est un motif pour pisser de la copie. Alors le problème que nous allons aborder, j'imagine, brièvement, c'est pisser de la copie où? Puisqu'on a dit que les éditeurs refusent. Et bien maintenant, il y a une alternative qui durera ce qu'elle durera, c'est l'Internet. On voit bien que l'Internet, moi, l'Internet, en ce moment, si je publie un texte de 12 pages, il est vu par 150 000 personnes dans les 24 heures. Je n'ai jamais eu 150 000 personnes qui lisaient l'un de mes essais au Seuil ou chez Flammarion. Donc là, il y a ce que tu dis, c'est véritablement un renversement. Si je me mêle d'écrire un pamphlet en 5 épisodes sur X, je le peux. Si le pamphlet est vraiment, je vais le faire d'ailleurs, si le pamphlet est vraiment intelligent, il va avoir 500 000 lecteurs. 500 000 lecteurs, c'est de niveau électoral. D'ailleurs, je le sais bien, puisque je me suis fait virer Oui. du Figaro pour cette raison. Alors, on y reviendra parce qu'il y a une vraie question et on en rediscutera. On va refaire une interview sur est-ce que le lecteur sur Internet est un électeur potentiel? Évidemment. Je suis suivi par 60 000 personnes, grosso modo, sur Twitter, ce qui est quand même beaucoup. Je regarde parce qu'ils laissent tous plus ou moins une sorte de pédigré. Il n'y a que des professeurs, que des gens comme ça, qu'on ne raconte pas que c'est des gamers, on a un lectorat qui est très, très solide. Ils ont très bien compris que c'est là qu'on trouvait des gens qui disaient une certaine vérité et qui la disaient de plus en plus fermement. Voilà, c'est tout. Bon, Euh, on y reviendra. Je dois malheureusement me rendre à un rendez-vous. À bon, très ben, bientôt, mon petit campagnol. Et embrasse ton chien. On l'a pas il est beaucoup là. entendu. Viens, le chien. Saute sur mes genoux. Allez, hop, hop, voilà. Allez, salut le chien. Mais il boude là, tu t'occupes pas assez de lui. Allez, Merci. salut, à Au bientôt. revoir.